Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 8 octobre 2025. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture. Et nous sommes de retour au bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Alors je pense que vous l'avez sûrement remarqué, c'est même évident, puisque comme nos milliers d'auditeuristes, vous suivez assidûment notre actualité. Le Masque et la Plume dans le cul a osé ouvrir sa relation avec les Souffleuses pour cette saison 2, puisque nous avons fait un épisode hors série à Artagon-Pantin dans le cadre du festival Djerkov. C'est une relation ouverte qui s'opère dans la confiance et l'affection mutuelle. On pourrait la définir comme un safe space, c'est-à-dire exactement l'inverse de la relation entre Emmanuel Macron et la démocratie. Alors j'imagine que vous vous attendez à ce que je commande l'actualité politico-comico-dramatique française depuis la démission de Sébastien Lecornu et de son gouvernement qui aura duré 14 heures. Eh ben non, je ne le ferai pas, car je ne vois franchement pas l'intérêt de commenter un événement plus court qu'un premier date entre lesbiennes. J'ai beaucoup trop de respect pour vous, les gouines. Mais trêve de réflexion franco-franchouillarde, puisque nous recevons ce soir une personnalité internationale. Et oui, ce n'est pas parce que nous opérons depuis une modeste cave que le Masque et la Plume dans le cul ne s'adresse pas au monde entier. Ce soir, nous mettons à l'honneur une artiste iconique de la scène culturelle montréalaise. Mais avant de la présenter, et à défaut de parler de politique, je vais donc parler de moi. Oui, je me dois de faire preuve de transparence et je suis obligé de vous faire une confession. Comme de nombreuses âmes rêveuses, j'ai moi aussi été un Français de Montréal. À l'époque, je quittais la France de François Hollande, époque innocente où l'on réalisait que ses parents de gauche pouvaient également dire des conneries comme « Bon, c'est pas le plus charismatique François Hollande, mais ça reste quand même la gauche ». Et que le Parti Socialiste, eh bien, s'est avéré être le Parti Socialiste. Rappelons qu'en 2012, le Parti Socialiste contrôlait pour la première fois de l'histoire de la Ve République l'Assemblée nationale, le Sénat et les régions. Et tel Joséphine l'Ange Gardien ou Super Nanny, ils pouvaient donc tout dire et étaient surtout en mesure d'appliquer leur programme. Programme qui incluait notamment la reconnaissance comme État de la Palestine. Et ça, Hollande, le PS et autres Manuel Valls ne le firent jamais. Un rappel que la cause palestinienne est une boussole et que le Parti socialiste tend à être plutôt à l'ouest qu'a indiqué le nord. Reconnaissons néanmoins à François Hollande et sa team une certaine vibe plus belle la vie. Vous vous rappelez sûrement du scooter, des croissants, de la loi El Khomri et aussi du clash entre Valérie Trierweiler et Ségolène Royal. Good times. Mais parce que la vie est toujours plus belle, la vie. Les rumeurs disent que François Hollande se verrait bien faire un comeback pour la prochaine présidentielle. Et on ne parle pas d'un comeback légendaire comme celui de Christine Bravo qui se libère d'une cage suspendue à 10 mètres de hauteur dans Les Traîtres. Non, on est plutôt sur Patrick Sébastien de retour sur le devant de la scène pour une histoire de camping. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Nous étions donc en 2015 et qui alors aurait pu prédire la situation actuelle ? Mais surtout, qui aurait pu prédire Marlène Schiappa, Alexandre Benalla, Amélie Oudéa-Castéra, Jean Castex ou encore Brigitte Macron, trans. Eh oui. Alors oui, voilà toutes les raisons qui m'ont poussé à l'époque à fuir la France pour le Québec. Alors mettons sous cloche mon homosexualité refoulée ainsi qu'un visionnage un peu compulsif et peut-être inquiétant du cœur à ses raisons. Cricket Rockwell, t'es à jamais dans mon cœur. On dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et leur Premier ministre était objectivement bien plus sexy que le nôtre. Oui, j'ai été un de ces Français de Montréal qui, choqué de voir la visibilité des personnes LGBT dans la belle province québécoise, en avait conclu que retourner en France, ce serait retourner dans le placard. Oui, comme tout bon Français de Montréal, j'ai vécu sur le plateau Mont-Royal et je disais alors à qui voulait bien m'entendre jaser que
Franchement, le Québec, c'est un peu le croisement parfait entre l'Europe et l'Amérique, quoi. Oui, j'ai été un Français de Montréal qui parlait un franglais plus qu'approximatif, mais qui était finalement fier d'être un citoyen du monde. Oui, comme tout bon Français de Montréal, ma venue dans la province était en pas bonne partie due au cinéma de Xavier Dolan. Xavier Dolan que, comme tout bon Français de Montréal, j'ai tenté de rencontrer à tout prix. Bon, en vrai, j'ai juste rencontré un gars qui m'a dit qu'il lui avait filé la gonorrhée. Donc, je peux donc désormais dire que j'étais à une IST de l'enfant terrible du cinéma québécois. Mais, at the end of the day, oui, j'ai des restes du franglais, ou est-ce que c'est juste le parler PD des années 2020 ? Je ne sais pas. Oui, along the way, j'ai appris qu'en France, comme au Québec, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais bien le voyage. Voyage durant lequel j'ai rencontré l'artiste que nous recevons aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de Kamala Macrel. Bonsoir. Et alors, ce soir, Babouchka Babouche n'est pas là. Elle est souffrante, mais moi j'ai une autre théorie. Je pense qu'elle est actuellement en négociation avec Sébastien Lecornu, car qui d'autre que Babouchka Babouche pour vouloir être Première ministre plus que le Parti Socialiste. Voilà. Et bien sûr, avec nous ce soir pour enregistrer nos voix et vos cris, cher public, l'irremplaçable régisseuse du masque et la plume dans le cul, Ous. Et donc ce soir, nous recevons donc Kamala Macrel. Alors Karma, tu es une artiste visuelle et une performeuse en autres choses. Tu fais beaucoup de choses. Tu es mauricienne, mais donc tu es basée à Montréal. Tu es de passage à Paris pour 3 mois dans le cadre d'une résidence à la Cité internationale des arts. Est-ce que tu as un premier retour d'expérience ? Est-ce que tu survis aux Parisiens ? Et à part Emmanuel Macron, c'est quoi notre problème ? Dis-le nous, on veut le savoir. Écoute, je pense que c'est quand même une posture privilégiée d'être là dans une résidence d'artiste pendant 3 mois parce que ça veut dire que moi, je ne prends pas le métro pour aller travailler le matin. Oui, parce que vu sur la Tour Eiffel et la Notre-Dame de Paris, j'ai appris. Ça inspire. Ça inspire. Ça Non, inspire. non, je pense que je suis très ouverte à Paris et Paris s'ouvre à moi. Bon, les gens ne sourient pas beaucoup. J'ai l'impression de venir de la campagne. Moi, j'ai l'habitude de sourire à des gens. Et je dirais, selon moi, le plus gros problème, qu'est-ce que ça tousse dans le métro et ça ne porte pas de masque. Ouais, c'est la partie de Montréal qui me manque. Ok. Post-Covid, je me dis, au moins, on se couvre le visage quand on tousse à Montréal. Oui. Plus discipliné. Donc, Kama, tu as commencé ta pratique artistique par le drag, notamment en faisant une performance intitulée Race is a Drag, une performance où tu t'emparais des espaces extérieurs pour confronter la blanchité et les gens dans l'espace public à la question raciale. Ouais. Qu'est-ce que le drag permet en tant que révélateur des enjeux sociaux et pourquoi c'est via cette forme que tu as choisi de questionner cette question raciale au Québec? Donc là, quand on parle de Race is a Drag, qui était quand même un projet, c'était mon tout premier projet dans les espaces publics à Montréal. On parle de 2012. Donc c'est important de contextualiser parce qu'en 2025, vous avez un Drag Race France, etc. Mami Watawe, j'ai au moins cette référence. De poser la question du drag en 2012 et 2025, c'est même dans un contexte montréalais, c'est pas exactement la même chose. Je pense que quand moi j'ai commencé en 2012, oui, c'était les débuts de Drag Race en Amérique du Nord, mais ça restait quand même une forme assez marginale, une forme d'art marginal. Et pour moi, c'était un peu, à la fois je pense que dans mon parcours personnel, c'est là où la scène, c'est un peu le premier espace où j'ai commencé à jouer avec le genre et les codes du genre avant que ça devienne, avant que je le fasse dans l'espace public ou que ça devienne mon quotidien. Dans ce sens-là. Donc, moi, j'ai commencé avec le drag où je voulais vraiment affronter le regard raciste. Et dans ce regard, en fait, je voulais pousser la question de poser la question je performais dans des espaces publics. Je dis toujours que quand on performe dans une galerie ou dans un théâtre, il y a des gens qui choisissent de franchir le seuil de la galerie ou du théâtre. Or, quand tu performes
dans des espaces publics, ben, tu ne sais pas c'est qui ton public. Et je pense qu'à l'époque, pour moi, c'était un outil qui... Il y avait à la fois une espèce de quête personnelle, mais aussi c'était un outil qui me permettait de vraiment pousser les questions. C'était presque, tu sais, je les poussais au point où où je me dis s'il y a de l'humour dans le jeu dans du genre ou s'il y a de l'humour dans la race, ben, est-ce qu'on en fait un clown carrément? Tu sais, c'était un peu ça la réflexion à l'époque, en 2012. Et justement, le Québec et le Canada ont une image internationale d'ouverture et de tolérance assez impressionnante en fait, alors qu'en fait il y a une réalité coloniale. Enfin, le Canada est un pays colonial, notamment la situation des Premières Nations, c'est-à-dire les communautés autochtones qui sont donc les ancêtres protecteurs de cette terre qu'on appelle le Canada. Ont été victimes de vagues successives d'assimilation et de violence et de génocide. Je pense qu'en 2012 aussi, au Canada, ces questions autour de la décolonialité étaient assez différentes. Comment les choses ont évolué? Comment ton travail aussi résonne différemment? Est-ce qu'il résonne différemment au Québec qu'au Canada anglophone? Comment tu as vu cette question de la décolonialité avec laquelle tu travailles directement évoluer dans cette 10-15 ans au Canada et au Québec? C'est sûr que le contexte a beaucoup changé dans les 15 dernières années. Je pense que c'est important pour moi de nommer que contextuellement, c'est vraiment, il y a le Québec et il y a le reste du Canada, qui est le Canada anglophone. Mais même dans le Canada anglophone, pour moi, ça va un peu du nord au sud. Le plus on va vers l'ouest, vers le centre de l'Amérique du Nord, le plus ça devient conservateur. Ensuite, ça s'ouvre à nouveau vers l'ouest. Donc, je vais peut-être parler du contexte montréalais et du contexte québécois, qui est le contexte dans lequel je suis. Moi, les choses sont très imparfaites au Québec. Elles sont encore très imparfaites au Québec. Mais un exemple que je donne souvent, c'est que moi, en 2012, quand je venais d'arriver au Québec et justement que j'avais fait Race is a Drag, c'était tellement tabou de nommer la race dans l'espace public ou même de nommer le mot racisme. Ça se faisait pas. Alors qu'il y a quelque chose de très intéressant en 2025, quand on a un premier ministre du Québec qui dit « Selon moi, le racisme systémique n'existe pas », je me dis « Ah, le fait d'entendre racisme systémique de la bouche du premier ministre québécois, ça c'était inimaginable dans les débuts des années 2010 au Québec, même à Montréal. » Donc, il y a quand même quelque chose qui a changé par rapport au langage, par rapport au discours, ce qui est un début. Je pense que c'est important d'avoir un début de langage, de pouvoir nommer certaines expériences ou nommer certaines choses systémiques qui ont lieu dans la société. Structurellement, maintenant, par rapport au changement, il y a encore quand même beaucoup de travail parce qu'on a un premier ministre québécois en ce moment au Québec, François Legault, qui va dire par exemple que le racisme systémique n'existe pas. Donc il y a certaines choses qui ont changé et d'un autre côté, je dirais, il y a aussi quelque chose quand moi je rencontre des jeunes début vingtaine qui sont ce qu'on appelle des cutie BIPOC, donc des personnes queer, trans, racisées, autochtones. Je me dis, waouh, vous êtes tellement émancipés, vous avez tellement une notion de vous-même, de vos identités, de qui vous êtes. Et je me dis, ça aussi, c'est un peu le résultat du travail qu'on avait fait il y a 15 ans ou que d'autres personnes avaient fait il y a 25 ans. Tu sais. Donc, il y a quand même quelque chose de voir la nouvelle génération dans son émancipation, dans son émergence. Ça fait toujours très, très chaud au cœur. Ouais, et justement, tu as activement participé à ça puisque tu es passé donc, du drag à la création d'un cabaret qui s'appelait le Gender Blender, qui était une scène ouverte. Ce que je te disais, c'est que moi, c'est en fait, je pense, le premier espace queer, vraiment pas gay, mais vraiment queer, politique dans lequel je suis allé. Et je me souviens d'avoir vraiment cette sensation de qu'est-ce qui se passe, ces gens prennent la parole. De voir plein de corps, plein de points de vue, plein d'expériences différentes. Et c'était très fort et c'était très fréquenté. C'était vraiment the place to be. Et donc, c'était quoi l'idée derrière justement le Gender Blender? Et qu'est-ce qui te plaisait aussi dans cette forme cabaret? Pourquoi tu as choisi cette forme-là?
Ouais, le Gender Blender, donc pour l'histoire, c'était un peu ça. Moi, je suis arrivé à Montréal fin 2011, 2012. C'est la grosse grève étudiante de 2012 au Québec qui devient une grève sociale. Donc, c'est quand même un moment très Le intéressant. printemps érable, c'est En appelé guillemets. comme ça, entre guillemets, c'est appelé comme ça. Oui, qui était quand même un moment très très fort. Et moi, donc j'avais passé, peut-être pour parler du parcours, je viens de l'île Maurice. J'ai quitté l'île Maurice quand j'avais 19 ans et je suis parti en Inde et j'ai vécu 5 ans en Inde. J'avais une bourse d'études pour aller étudier en Inde. Ensuite, quand j'ai fini mes 5 ans en Inde, je suis parti dans l'Ontario, dans une petite ville du Canada anglophone, où j'ai fait ma maîtrise. Et de là, je suis arrivé au Québec. Et c'était intéressant parce qu'il y avait un peu, j'étais dans une petite ville de l'Ontario, une petite ville vraiment très très blanche, où j'avais vécu mon premier hiver, ma première neige, etc. Ouais, etc. c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et, et c'est intéressant parce qu'il y avait un peu ce fantasme de Montréal. On m'avait dit, mais quand tu iras à Montréal, ça va être à la fois la libération sexuelle, tu vas trouver des gens, tu vas trouver la queer radicale, ça se fait uniquement à Montréal, au Canada. Tu sais, on m'avait vraiment vendu cela. Et sauf que je suis arrivé à Montréal et la queer radicale, elle était très, 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 très blanche. Et moi, je vivais beaucoup de racisme, même dans ces espaces radicaux. Et quand je suis arrivé à Montréal et que j'ai commencé à faire de la performance, Race is a Drag, c'était une série dans des espaces publics, parce qu'en fait, personne me donnait une scène, personne ne me connaissait. Ouais, il y avait une espèce de clique dans cette gauche queer radicale aussi, à laquelle j'appartenais pas. Et donc là, moi, j'ai commencé à faire des performances dans des espaces publics, etc. J'ai fait ça à peu près pendant 1 an. Ça a eu une certaine visibilité, ça a eu une certaine importance dans mon cheminement personnel, c'est sûr, mais aussi, il y a eu une attention dans le milieu des arts, de la culture et du communautaire sur cette pratique. Et à un certain moment, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, OK, moi je suis, tu sais, j'ai créé l'espace dont j'avais besoin en allant dans des espaces publics parce que personne n'allait me donner un théâtre ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais que font les jeunes? Moi, j'étais déjà dans ma fin vingtaine à l'époque. Et je me disais, mais que font les jeunes de 18 ans? C'est que font les personnes qui... Ils prennent de la drogue. qui ont une histoire à raconter. Donc, je me suis vraiment... Je me suis posé la question, mais tu sais, si tu as 18 ans, tu as écrit ce premier poème et que peut-être tu veux le partager, tu fais quoi? Ou tu veux changer une chanson. Donc là, j'ai commencé Gender Blender en me disant, en mai 2013, n'ayant aucune idée de ce que ça allait donner, je me suis dit, il se passerait quoi si on faisait une scène ouverte pour les personnes des communautés LGBTQ+ de Montréal, où l'idée c'était de créer un espace chaleureux, un espace bienveillant, un espace accueillant, où peu importe, on ne parle pas de la qualité de la performance, peu importe ce qu'on présente, nous en tant que communauté, on va soutenir cet espace et on va tenir cet espace pour que n'importe qui puisse se présenter sur scène. Donc c'est comme ça que j'ai commencé Gender Blender en mai 2013, qui a continué jusqu'à mai 2018. Bon, c'était complètement bénévole, c'était mensuel, c'était beaucoup de travail. À ce moment, je pense qu'il fallait que je passe à autre chose. Maintenant, j'en fais une édition spéciale à tous les étés. Je le ramène à tous les étés, mais l'idée vraiment, c'était de créer... Tu sais, au fil des années à Gender Blender, je me rappelle la première fois qu'une femme trans dans la soixantaine est venue jouer de la guitare et chanter une chanson. Je me dis... Waouh, tu sais, pour une femme trans dans la soixantaine qui veut chanter, elle ira jamais dans un open mic. Hétéro. Hétéro. Donc pour moi, c'était surtout ça. Et en fait, ça a très vite décollé. C'était toujours très, très plein. Et j'ai toujours dit, parce qu'on me posait souvent la question, c'est quoi un peu le secret du succès? Et moi, j'ai toujours dit, l'espace fonctionne parce qu'il y a un besoin pour l'espace. Et le jour où les gens arrêtent de venir, ça veut dire qu'il n'y a plus de besoin pour l'espace. Et ça sera une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y aura suffisamment d'espace sécuritaire pour des voix marginalisées, pour des personnes marginalisées dans la ville. Ouais, et donc justement, en fait, il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont fait leurs premières armes, leurs premières tentatives au Gender Blender. Je pense notamment à Yves Park-Finley ou à Trana Wintour. Trana Wintour qui est dans Les Traîtres Québec. Important de le dire. Canada.
iconiques. Donc je vous conseille d'aller voir ce qu'elles font. Et notamment, justement, je trouve cette idée de la fin d'un espace parce qu'il y a un besoin, etc. Comment tu vois maintenant, avec un peu de recul, l'héritage du gender blender? Tu vois, c'est le moment de te saucer. C'est le moment de dire que tu as révolutionné tout. Je ne dirais pas que j'ai révolutionné tout, mais c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Justement de rencontrer Trana Wintour, maintenant Eve Parker Finlay, Kim Ninkuru. Donc il y a tous ces artistes qui maintenant sont devenus des artistes qui font ça à temps plein, certains très famous, comme tu sais. Et de me dire, d'avoir pu un peu ouvrir cette porte. Parce que pour moi, la question de l'émancipation, je l'ai toujours dit, c'est que l'émancipation, elle n'est pas individuelle, l'émancipation, elle est collective. T'sais, pour moi, ce n'était pas l'idée de créer un espace pour moi, c'était l'idée de créer un espace pour toute la communauté, parce qu'au final, c'est ça, et de savoir que cet espace a pu ouvrir des portes pour des artistes maintenant qui le font à temps plein ou qui sont devenus en guillemets famous. Eve Parker Finlay était sur Canada's Got Talent, tu sais, genre... Ah, ça fait vraiment chaud au cœur parce que tu n'y penses pas quand tu commences cette petit espace communautaire, mais ouais, de pouvoir donner une première scène à une personne, même si pour une seule fois dans sa vie, elle va lire un poème sur son break-up, ou si elle va continuer à faire de l'art pour le reste de sa vie et ensuite construire une carrière, je me dis, ça fait très très chaud au cœur, quoi. Oui, effectivement. Et dans la grande tradition de la scène ouverte, et pour faire écho à ton travail, Kama, notamment ta série de photos dont on va parler autour des cartes postales de l'île Maurice, on s'est dit qu'on allait donner une carte blanche à une artiste qu'on aime beaucoup, au Masque et la Plume dans le cul. Elle a notamment performé dans le cadre du Femstival, le festival des féminités queer, dans lequel ton travail, Kama, a été exposé au Point éphémère au mois de septembre. Je vous demande donc de faire un tonnerre d'applaudissements pour Garance Shinance, a.k.a. Grande Bouche. Bienvenue les masques, les plumes et les culs. Venez visiter notre domaine. Abandonnez-vous au plaisir. Oui, je vais parler comme Micheline Dax en backroom tout au long de cette chronique, car c'est elle qui fait le doublage de la grande prêtresse dans le dessin animé Les 12 travaux d'Astérix. Ouais, alors je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans peuvent difficilement connaître, mais c'est pas grave, l'âge c'est dans la tête chérie, comme me l'a dit un philosophe anonyme en After Samedi. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, c'est le moment de l'histoire d'Astérix qui parodie l'épisode mythologique d'Ulysse contre les sirènes. Vous savez, ces vilaines tentatrices au chant envoûtant qui essayent de le détourner de sa destinée de grand héros. Mais dans les 12 travaux d'Astérix, le mythe des sirènes prend des allures de film érotique lesbienne for men sous acide. Pourquoi pas, c'est une production pour enfants après tout. Pour réussir cette épreuve, nos héros, Astérix et Obélix, doivent refuser de s'oublier pour toujours sur l'île du plaisir. Dur, car tout y est pourtant délicieux sur l'île du plaisir. L'ambroisie coule à flot, les fleurs sont resplendissantes, un écureuil joue de la trompette, un colibri danse la samba, et surtout, les prêtresses sont très cajolantes dans leurs toges transparentes. Elles sont toutes minces, blanches, big boobs et lip filler. C'était déjà la traîne sous Jules César. Toutes semblables, à l'exception de la grande prêtresse aux longs cheveux noirs qui, elle, a vraiment des airs de Kim K. Apparemment, cette aventure sur une île peuplée exclusivement de hot femmes était une réponse d'Uderzo et Goscinny aux critiques qui prétendaient que Astérix et Obélix étaient asexués. Ouf, on est rassurés. Ce sont de vrais mecs 6-7. On a eu peur. Et l'éveil des sens a bien marché pour moi aussi, puisque petite, j'étais si fascinée par cette séquence que je voulais littéralement rentrer dans ma télé, rejoindre l'île du plaisir et enfouir mon visage dans le généreux cleavage des prêtresses. Obélix, lui, décidera de quitter l'île, car on n'y trouve pas de sanglier. Moi, à leur place, je serais restée, et pourtant, j'adore aussi manger. Et là, un doute m'assaille.
Mon amour des bimbos et mon fantasme d'une communauté autogérée de bombasses qui ferait du humping sur un lit de fleurs qui, comme leur chatte, ne pique pas, m'a-t-il été imposé ? Ai-je adopté sans y prendre garde le male gaze, le regard masculin ? Mais alors, ma bisexualité naissante s'est construite dans le regard d'Astérix et d'Obélix ? Ah ! Cri d'horreur ! Payez-moi une thérapie de toute urgence, bon Dieu ! Ce dessin animé a aussi formaté dans mon regard d'enfant métropolitaine blanche une certaine représentation de l'insularité, complétée par d'autres images aseptisées d'îles retouchées, comme celle des pubs Club Med, de l'emoji île, ou encore des cartes postales aux couleurs saturées. Depuis quelques années, je collectionne et j'archive spécifiquement les cartes postales représentant des femmes posant sur des plages des années 60 aux années 2000, avec pour projet documentaire d'aller à la rencontre des modèles et de leur proposer de co-créer de nouvelles cartes. Alors, si vous ne voyez pas à quoi elles ressemblent, ces images en voie de disparition, mettaient souvent en scène des filles en série, parfois littéralement en formation brochette. Toujours minces, j'imagine cisgenres et secouant leurs longs cheveux dans des postures offertes. Sur les cartes postales des stations balnéaires de la métropole française, elles sont quasiment systématiquement blanches, mais bronzées. Et parmi les quelques cartes postales des territoires ultramarins que j'ai pu voir, on trouve encore des modèles blanches, ou, quand il s'agit de femmes racisées, elles sont complètement exotisées, topless, dans des tenues traditionnelles, un héritage direct de la photographie coloniale. Sur toutes ces cartes postales, paysages et corps féminins sont fétichisés comme des territoires à explorer et à domestiquer, passifs et alanguis. La femme est allumeuse, l'île est tentation. Comme dans la télé-réalité du même nom, tout ça conduit à un roleplay genré lassant où le désir est forcément une force destructrice et jamais une manière d'entrer en relation. On l'a vu, de Homère à Astérix, en passant par Adam, l'homme cis-7 doit toujours redouter ce qu'il désire. Paradoxe, mon amour, comme dirait le tatouage de Béatrice Dalle. C'est vous, en fait, qui devez aller en thérapie et nous payer la nôtre. Femme idyllique, paysage paradisiaque, même combat. Car pendant que le regard masculin fantasme une nature aussi disciplinée que la cellulite, fait se confondre les corps et les décors et prétend disposer des deux, les personnes sexisées n'ont cessé de penser, de ressentir et de dire. Et ça fait peur au regard masculin, que les filles des cartes postales, que les prêtresses du plaisir, que les sirènes et toutes les autres bimbos secondaires dans les images ou les récits qu'on nous propose, elles pensent et ressentent et disent. Et donc le regard masculin, il aimerait les contenir dans le cadre d'une planche de BD ou d'un bout de carton mal imprimé et se contenter de se rincer l'œil. Mais elles explosent l'image, elles sortent du cadre. Parce qu'une femme, c'est pas une piscine, ça déborde vite. Kama, tu as repris le format de la carte postale pour t'auto-représenter dans des paysages de l'île Maurice en sujet politique, sans choisir entre la présence et la parure, la vulnérabilité et la force. Continuons d'imaginer de nouvelles manières de nous montrer dans une fierté puissante ou une adelphité délurée, ou un peu les deux à la fois. Car si on ne peut pas s'extraire complètement du regard masculin, car nous sommes toutes et tous nés dedans et matrixés par lui, nous pouvons travailler à ouvrir et emprunter des chemins de traverse dans nos rapports au corps et aux lieux que nous habitons. Chers auditeurs, ici, depuis la lutte, on a une belle vue. Vous connaissez maintenant l'île dont vous n'allez plus jamais partir. Merci beaucoup à Garance à Grande Bouche pour cette chronique magnifique. Merci. Donc, Kama, tu as aussi travaillé autour de la carte postale dans une série photographique qui s'appelle Breaking the Promise of Tropical Emptiness, Transsubjectivity in the Postcard, pour le dire avec un bon accent. Mais toi, Kama, justement, tu es parti du constat que sur les cartes postales de l'île Maurice, il n'y a simplement pas de personnes représentées. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche avec ce projet photographique ?
Oui, rompre la promesse du vide tropical, on peut le dire en français aussi. Traduction. Traduction. En bonne québécoise, là, je suis du genre rompre Merci, la merci. Ici, on parle Et en français. bon français, si je dis les trucs en anglais. Le shopping, tout ça, tout ça. Mais ouais, déjà, Garance, merci pour cette magnifique chronique. Moi, ce travail, ça a commencé en 2016, à peu près 2016-2017, où j'effectuais des voyages. J'étais rentré à l'île Maurice pour voir ma famille. Et je pense que ça m'avait vraiment beaucoup frappé, le cliché de la carte postale, donc cette espèce d'image qui était complètement vide, où il n'y avait jamais encore racisé, jamais encore noir ou encore brun qui était présent et qui vendait un peu cette espèce de vide tropical. Je pense que ça m'avait beaucoup intrigué. À l'époque, j'étais encore, disons, une artiste très underground. Et ce qui fait que je me rappelle, c'est mon père qui a pris la voiture et qui m'a ramené un peu dans différents coins de l'île pour aller chercher ces clichés de cartes postales. Et je voulais un peu à la fois mettre mon corps de l'avant. Mon corps racisé, mais aussi mon corps transgenre, pour parler des différentes subjectivités qui existent dans cette longue lignée coloniale qui est censée représenter des territoires, mais en fait qui ne font que dire voilà des espaces vides, terra nullius, à venir coloniser si vous avez suffisamment d'euros, ou de dollars ou de livres sterling. Donc c'est un peu comme ça que le projet a commencé. C'était en art visuel, c'était un de mes premiers projets. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que Garance, tu avais une question pour Kama. Je me demandais, en plus de la question de qui est représenté, comment tu as réfléchi à comment on représente, et notamment, j'ai vu la série, comment tu as travaillé la question de la grammaire des poses, de qu'est-ce que c'est que l'endroit de mise pas en gloire, mais en mise en beauté ou mise en... Est-ce que tu as cherché, par exemple, une représentation du sexy ou pas du tout? Et en général, comment tu as pensé le lien de ton corps dans le paysage? Ouais, c'est intéressant de réfléchir à ça parce que ça fait presque 10 ans maintenant sur ce projet spécifiquement. Je pense que c'était très intuitif selon les différents lieux dans lesquels j'étais. J'en parle parce que ça faisait 10 ans, parce que, bon, il y a une partie de moi qui me dit « Ah ouais, j'avais pas la maturité que j'avais maintenant. » Dans le sens que, tu sais, il y a une forme d'intention maintenant et de réflexion. Non, c'est vraiment une intention que je ramène dans mes projets artistiques, où je me dis « Ah ouais, mais comment est-ce que j'ai fait il y a 10 ans? J'avais pas vraiment ça. » mais je pense que c'était très intuitif. C'était par rapport au cadre dans lequel j'étais. Et il y avait quelque chose de performatif pour moi. Et pour moi, la performance, c'est vraiment être à l'écoute de quelque chose qui veut bouger à l'intérieur du corps. Donc, dans ces moments-là, je pense que c'était beaucoup ça. Maintenant que j'ai le recul de regarder à travers, je sais plus, ces 20 cartes postales, de voir, qu'est-ce que j'avais fait il y a 10 ans. Je pense pas que j'y avais nécessairement réfléchi à cette question, mais c'était très intuitif. Bizarrement, je savais quoi faire selon si j'étais sur la plage, si j'étais dans les cannes à sucre. Bizarrement, c'est comme s'il y avait une sagesse du corps qui s'était exprimée. Et c'est intéressant parce que par la suite, moi, je pense que la première fois que j'ai exposé ces œuvres, il y a eu... j'aime beaucoup dire parfois dans le processus artistique, il y a ce moment où ton œuvre te parle. Et pour moi, c'est toujours très, très riche quand ton œuvre vient te dire « Ah, voilà ce que tu n'avais pas vu » ou « Voilà où est-ce que tu vas t'en aller maintenant ». Et je pense que quand j'avais vu ces photographies sur des murs en 2019 à Articule à Montréal, qui est un centre d'artistes autogérés, les œuvres m'avaient vraiment reparlé. C'était une espèce de communication où j'ai réalisé « Ah, il y a vraiment quelque chose de plus à explorer ». Je n'avais pas réalisé à quel point il y avait ce lien entre le corps trans, le corps racisé et le territoire, ce que dans ma pratique maintenant j'appelle le corps de l'île. Donc c'était vraiment un moment très très fort pour moi par la suite de me poser la question, mais comment est-ce que j'ai fini dans cette posture spécifique? Mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de l'écoute performative dans le moment. Ouais. Ouais, et justement, tu parlais d'insularité aussi, de la représentation de l'île, etc. Et donc tu parlais justement du concept du corps de l'île. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur
Quel est ton rapport entre le corps, l'île, le corps de l'île? Oui, bah, tout à fait. Bah, c'est devenu un peu, après cette série photographique, c'est devenu un peu une obsession pour moi. C'est intéressant parce que j'ai vraiment commencé à faire des recherches sur la représentation de l'insularité. Et dans le contexte colonial, je trouve très... Tu sais, le premier jardin botanique se fait sur une île, par exemple. Donc, c'est vraiment... On est à ce début de l'anthropologie, de la cartographie, de l'encyclopédie. Tu sais, on est en train d'écrire la première encyclopédie. Donc, il y a cette espèce de mouvement colonial qui veut contrôler le savoir et mettre le savoir dans des catégories, dans des petites boîtes, dans des définitions. Et avec les îles, donc l'île devient un peu l'espace d'expérimentation où essayer cela. Donc la première expérimentation botanique, tu sais, donc l'expérimentation militaire, l'expérimentation nucléaire, donc tout ça, ça se fait un peu sur des îles. Et l'idée, c'est que l'île, c'est un espace disposable, on peut tout juste s'en servir pour faire ce qu'on a à faire. Ensuite, c'est jetable. C'est intéressant de voir cela parce que même dans Shakespeare, La Tempête, The Tempest, Prospero va faire de la magie blanche, entre guillemets, ou Caliban est le sauvage. Donc, c'est vraiment cette idée coloniale de la magie blanche étant la rationalité, l'idée de la raison, et Caliban est le sauvage. Robinson Crusoe, forcément l'exemple par excellence. Et de voir à quel point cette présence est là jusqu'à, comme tu en parlais, dans des contextes contemporains, Survivor ou je sais plus, tout. Koh-Lanta. Je sais pas C'est Survivor en français. Ah, ok. Koh-Lanta, la ville de... à décarburiser. Voilà. On peut aller loin. Voilà, et c'est encore très très présent. Donc moi j'ai commencé à travailler avec le corps de l'île en me posant la question, mais qu'est-ce que ça veut dire de donner une souveraineté, retourner sa souveraineté à l'île? Si on se dit que cette île, ce volcan, ces roches, cette rivière, cette écologie a été là pendant des milliers d'années, et sera là pendant des milliers d'années, c'est quoi la mémoire? C'est quoi la mémoire ancestrale? La mémoire géologique? La mémoire écologique? Qu'est-ce qui vit sur ces territoires? Et comment, si on adopte une posture d'humilité, qu'on se dit « Ah, mais je vais être à l'écoute de cette île, de ce corps qui, pour moi, dans ma pratique, est encore souverain », c'est quoi la sagesse, c'est quoi le savoir qui peut être transmis. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec le corps de l'île en réfléchissant aussi au corps trans, dans le sens qu'on est toujours, en tant que personne trans, dans cette posture à avoir, de prouver notre souveraineté, de prouver notre droit d'existence. Donc j'étais un peu dans cette réflexion à la fois très personnelle en tant que personne trans, en me disant, mais comment est-ce que l'île elle-même exprime sa propre souveraineté. Donc, je voulais mettre cela en conversation. Et ce qui fait que le corps de l'île, pour moi, c'est devenu à la fois une figure métaphorique, spirituelle, physique, aussi géologique, minérale, écologique, qui me permet d'avoir accès au savoir en dehors du cadre dominant de la raison. Oui. Et justement, alors, dans Le Masque et la Plume dans le cul, on adore les références. Et donc, voilà, ça va des traîtres à Christiane Bravo, Laurent Ruquier, bref, vous connaissez. Et justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans un contexte colonial, où le colon a effacé et a remplacé, souvent, en fait, c'est quoi ton imaginaire, c'est quoi tes références, comment tu te situes, comment tu reconnectes en fait la question de la référence et de la construction imaginaire se pose assez différemment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça a beaucoup évolué forcément aussi au cours des 10 dernières années, 15 dernières années. Peut-être que je vais parler là où j'en suis maintenant. Dans mon parcours artistique, mais aussi dans mon parcours humain. Moi, j'ai vraiment commencé à développer une forme de cosmogénie trans. Alors, l'anecdote, par exemple, pour prendre ça comme un exemple, moi, j'ai pris 6 semaines cet été où j'ai pas travaillé. Je me suis dit, OK. Oui, c'est mérité. Il faut. J'ai pris 6 semaines, mais c'est fou parce qu'au début du printemps, moi, j'ai le privilège d'avoir un jardin à Montréal. Et ce qui fait que j'ai passé tout l'été dans mon jardin, mais vraiment tout l'été, les mains dans la terre. Et j'avais pas écrit depuis des années. J'étais vraiment pas dans l'écriture. Et là, bizarrement, je me suis donné cet espace en me disant, je plante que des fleurs. Alors, quelles fleurs? Mais vraiment, j'y vais. Et ça pousse à Montréal ou ça dure combien de temps exactement?
Je veux pas être méchant contre ton jardin. Non, mais tu y vas avec les saisons. Franchement, il y a quand même quelque chose. J'ai commencé à trouver la beauté dans le cycle. C'est même de là où ça commence, au mois de mai, les premiers bulbes, les tulipes, etc. Ensuite, ça évolue pendant tout l'été. Et pour moi, il y a quelque chose aussi du surrender, du lâcher-prise, du laisser aller, qui est quelque chose de très spirituel. De se dire, quand tu mets une semence, quand tu mets une graine dans la terre, tu peux pas aller creuser tous les jours pour voir est-ce que ça va pousser ou pas. Donc, ce qui fait que ça devient un exercice de foi, où tu te dis, je t'ai mis là avec une intention, tu vas peut-être prendre vie, et peut-être que tu vas prendre vie ce printemps, mais peut-être que ça sera le prochain printemps. Peut-être que tu vas commencer à pousser ce printemps, mais en fait, la fleur, je la verrai uniquement à l'automne de l'an prochain. Donc, il y a quelque chose pour moi dans le jardinage, dans travailler les plantes, travailler la terre, qui est un exercice de foi, parce qu'il faut que tu mets quelque chose, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Et tout ce que tu peux faire, c'est être à l'écoute, être dans la présence et faire confiance. Il n'y a rien que tu puisses contrôler. Pour moi, il y a quelque chose de... Quand on parle du savoir dans le contexte colonial, il y avait ce désir de contrôler le savoir. On allait mesurer les crânes des personnes noires pour dire voilà ce que ça voulait dire, etc. Alors que là, tu es tout juste dans une posture où tu dis il y a une sagesse qui est plus grande que moi. Et tout ce que je peux faire, c'est être en confiance à cette sagesse. Donc, pour moi, il y avait quelque chose dans cette expérience qui est fondamentalement très spirituelle, où j'ai commencé, en fait, j'avais déjà commencé ça par rapport à l'océan dans mes travaux précédents, mais là, j'ai commencé une nouvelle série de poésie, par exemple, qui parle de la fleur trans. Et c'est fou parce que je dis, c'est pas moi qui l'écris, j'écris pas ces poèmes, c'est le jardin qui écrit à travers moi. Mais donc, ce qui fait que je commence vraiment à construire une forme de cosmogénie qui lie la Terre aux étoiles, au vent, au ciel, où il y a toute une nouvelle forme de savoir qui circule. Et pour moi, fondamentalement, dans mon travail à date, je dis que c'est un savoir trans. C'est une forme de foi, c'est une forme de laisser-aller qui nous enseigne une autre forme de sagesse, une autre forme de savoir, et surtout qui nous enseigne une autre forme de savoir relationnel. Ce qui fait qu'on n'est plus dans la transaction, on n'est plus dans le cadre capitaliste où il y a toujours cette espèce d'échange, mais beaucoup plus dans il se passe quoi si on est tout juste dans la présence et dans la foi. Comment est-ce que ça change notre relation au territoire? Comment est-ce que ça change notre relation au cours d'eau? Comment est-ce que ça change notre relation à l'écologie? Parce que je pense que dans le contexte en 2025, on peut se le dire, notre relation à cette terre, depuis les 400, 500 dernières années, je ne pense pas que ça fonctionne très, très bien. Je pense qu'il y a tout qui nous dit cela. Donc pour moi, c'est aussi aller dans un cadre qui s'ouvre pour nous dire comment à la fois être et comment faire différemment. Ouais, merci. Merci. Alors, je t'appellerai quand j'ai un problème avec mon basilic. Parce que je n'arrive toujours pas à faire pousser mon basilic. Donc, je vais procéder de lâcher prise. Et donc, une dernière question, parce que donc, tu parlais aussi de ton processus d'écriture. Donc, notamment, tu as sorti un recueil de poésie qui s'appelle Zome Femme, qui est un livre multilingue, donc en créole, en anglais et en français. C'est bien ça. Et donc, en fait, comment tu penses cette circulation entre les langues et comment ça s'inscrit dans ta même démarche d'essayer de créer des nouvelles grammaires décoloniales? Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que j'appelle l'entre-espace, l'interstice, donc cette espèce de... qui pour moi est aussi l'espace spirituel. Quand je parle de l'espace entre le corps trans et le corps de l'île, c'est un entre-espace. Ce qui m'intéresse de travailler d'une manière multilingue, c'est vraiment... de se dire, il se passe quoi quand une langue dominante est rendue marginale? Donc, il se passe quoi quand quelque chose n'est pas traduit? Parce que souvent aussi, on vient un peu avec cette espèce d'acquis que tout doit être traduit dans la forme dominante. Donc, ce qui m'intéresse, c'est un peu, qu'est-ce qui peut quand même se communiquer, même si au niveau sémantique ou linguistique, on ne comprend pas ce qui se dit. Donc, pour moi, c'est une forme c'est aller dans l'étrange, aller dans l'étrangeté, aller dans l'inconfort, mais se permettre quand même d'être traversé par quelque chose. Eh bien, laissons-nous traverser par ton travail, qu'il faut absolument aller voir sur son site internet s'il est exposé à Paris. Merci beaucoup d'être venu. Je suis super content. Ça me touche beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast.
Un énorme merci à Kamala Macrel d'être venue Merci se pour mettre... l'accueil, vraiment, merci pour cette invitation. d'être venu se mettre une plume dans le cul avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe des Souffleux de nous accueillir ce soir. Avec nous ce soir pour prendre des photos, nous avons eu le plaisir d'avoir Snow. Merci beaucoup Snow. Allez suivre son travail sur son Instagram @hotpinksnow. C'est vraiment toujours hyper sexy quand je le dis, j'aime bien. Merci à Quentin Bidot pour le visuel. Merci à Ous pour la régie. Allez suivre la page du podcast, c'est @lemasquetlaplume DLQ sur Instagram. On vous donne rendez-vous le mardi 28 octobre au Théâtre 13. Oui, on a une relation ouverte, je vous l'ai déjà dit. Au Théâtre 13 Bibliothèque, où nous recevrons le comédien et metteur en scène Anthony Martin pour sa pièce « Quand on dort, on n'a pas faim » qui joue jusqu'au 11 octobre. On vous conseille de prendre des billets. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée!